Bonjour, bienvenue à Famille 2.0. Avez-vous la rage de vivre? Oui, on veut toutes vivre notre vie à 100 mais vous allez comprendre vraiment c'est quoi la rage de vivre quand à 16 ans, votre vie bascule complètement et que vous devenez quadriplégique. L'auteur du livre La rage de vivre, Éric Bouchard et son père, va venir nous expliquer comment ça se développe, cette fameuse rage de vivre. Imaginez le drame familial. Votre beau grand garçon de 16 ans, 6 pieds 1, sportif au maximum, se retrouve complètement paralysé, en fait, quadriplégique. C'est ce qui est arrivé à Éric Bouchard le 3 juillet 1991. Il a aujourd'hui 36 ans. Il est accompagné de son père Vital. Bonjour à vous deux. Bonjour. On parle de toi aujourd'hui, Éric, parce que tu as écrit le livre La rage de vivre, mais il y a tout un vécu avant la publication de ce livre-là qui est sorti au printemps. Et ce qui est particulier, son retour, on retourne en 91, c'est que quelques mois avant ce fameux accident dont on va parler, tu sentais comme que ça allait arriver, le genre de prémonition, hein? Oui, une espèce de pressentiment, là. C'était un peu difficile à expliquer. Ça se vivait de l'intérieur, là, des émotions, puis comme une espèce de feeling, l'effet que peut-être, probablement un jour, je me retrouverai en fauteuil roulant, moi aussi. Parce qu'il y avait une fille à l'école là, qui était en fauteuil roulant, puis quand je la voyais, là, ça me virait à l'envers, là. J'avais comme ça. Tu te sentais comme ça, là. Puis c'est sûr qu'à 16 ans, on connaît pas ça de la visualisation, puis on pense pas à ça. Surtout quand on recule en 91, c'était pas encore des thèmes à la mode. Alors, c'est vraiment ce que tu ressentais. C'est pas évidemment ce que tu souhaitais, mais c'était vraiment en dedans de toi, puis tellement que tu en avais parlé à tes parents, là. Oui, oui, j'en avais parlé à mes proches à l'époque, là, parce que ça m'envahissait tellement intensément que il faut que j'en parle. J'essaie de comprendre pourquoi je ressens ça. Oui. Et M. Bouchard, il vous en avait parlé. Vous avez même dit, prendons des assurances à ce point-là. Hein? Oui, oui. À un moment donné, Éric, on s'en allait pour prendre la réserve phonique des Laurentides. Puis Éric avait inscrit sur un rocher, le long de la route, Éric B. M., le nom de sa conjointe, dans le temps, sa copine. Puis j'avais dit, Éric, mais à quoi t'as pensé d'aller inscrire ça là-dessus? Si à un moment donné, tu avais un accident, à tous les fois, je prendrais le parc, j'aurais ça dans le visage. Ah, il dit oui, mais pas, tu sais. Il était en amour. Éric était un passionné. Puis il pensait d'ailleurs que ça allait être un accident d'auto. Finalement, c'est pas ça du tout qui est arrivé. Absolument. 3 juillet 91, tu es sur le bord du lac Saint-Jean. Une niaiserie, là, évidemment. C'est souvent comme ça que ça arrive, là. Raconte-nous ça. Bien, c'est ça. J'arrivais de faire un tour de moto marine. Puis j'étais allé derrière le chalet. Puis en revenant, j'ai passé à travers des buissons. Puis au travers des buissons, là, mais c'est parce que ça, c'est un élément quand même qui est important. Il faut que je laisse les gens le découvrir dans le livre. Bien, là, je peux pas dévoiler toutes les punches. C'est sûr, mais en tout cas, c'est une banalité. Dans le fond, comme bien des accidents. Là, une toile d'araignée d'en face. Ça ressemble un peu à ça. Puis t'aimes pas les bébites. Mais c'était l'inconfort, les yeux à moitié fermés, je l'avais dans la bouche, puis il faisait beau, puis j'aimais me baigner. J'ai dit, je vais au pas de course, on plongeait dans l'eau, puis ça va décoller tout simplement d'après moi. Mais je suis arrivé tellement vite là, que ma tête a heurté le fond, puis ça a été fatal. Ça a cassé le cou? La colonne cervicale, le cou s'est cassé littéralement. Là. Et là, tu sentais plus rien, tu étais sur le bord de te noyer, c'est ta blonde qui t'a sorti là? Je me suis noyé parce qu'elle n'était pas encore à l'extérieur. J'étais tout seul sur les berges, puis à un moment donné, j'avais plus assez d'air. J'étais plus capable de retenir mon souffle. Fait que je savais littéralement que j'étais en train de mourir, là, puis que je m'en allais dans cette direction-là. Parce que j'essayais de bouger, j'essayais de faire n'importe quoi, mais tu paralyses instantanément. C'est comme si tu déconnectes un téléviseur là, de l'alimentation électrique. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de courant, il ne se passait plus rien. Là. Et là, tu t'es retrouvé, en ambulance. On pourra lire dans le livre la péripétie pour traverser le parc en ambulance avec la tête qui cogne. On n'ira pas dans ces détails-là. Parce que là, je veux avancer plus loin où on est rendu à Québec. Et là, le drame familial, parce que là, Éric réalise qu'il n'y a plus rien qui bouge. Et à ce moment-là, il y a juste la tête qui bouge, ou à peu près. Comment on réagit comme parents? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué. La Terre arrête de tourner. Ouais. Quand tu arrives là, auprès des spécialistes à Québec, tu vois ton fils là, qui est débattu comme ça, puis qu'il n'y a plus rien qui bouge, puis qu'à suite aux examens poussés à l'Hôtel-Dieu de Québec, on nous dit à l'enfant Jésus, c'est-à-dire on nous dit que votre fils est paralysé, paralysie très sévère au niveau cervical. Il ne remarchera pas jamais, probablement pas réhabilitable, même pas en fauteuil roulant. Là, tu dis, la Terre arrête de tourner. Éric, avant d'avoir la rage de vivre, tu as eu la rage tout court, là. Il y a eu beaucoup de frustration, une réhabilitation difficile parce que... Ah, évidemment. C'est à l'âge où on a la vie devant soi, là, à l'aube de mes 17 ans.
J'avais mon permis de conduire, mon véhicule, je venais de terminer mon secondaire. Tu t'apprêtes à voler de tes propres ailes, les études collégiales qui s'apprêtent à débuter, démarrer un appartement, la copine, le petit job. Fait que tu t'apprêtes à voler de tes propres ailes, puis en une fraction de seconde, tu viens de tout perdre ça. Puis en plus, ton autonomie, ton indépendance. Là, tu redeviens totalement dépendant. Ça a été la dépendance à tes parents parce que là, après être allé en réhabilitation quelque temps, tu t'es retrouvé habité chez ton père. Pour la famille aussi, c'est une réorganisation, le travail au point de vue monétaire, au point de vue du temps et tout. Alors, c'est la vie, c'est un apprentissage nouveau qui recommence parce que, comme Éric disait, à 16 ans, c'est les plus beaux moments de ta vie. Tu as ton auto, tu as ta liberté, tu dépends moins de ton père, de ta mère, tout ça, tu prends ton envol, quoi. Puis là, tu recommences du jour au lendemain, ne serait-ce que les soins les plus élémentaires ou les besoins les plus élémentaires. Prendre ta douche, prendre ton bain. Et là, ça a été une genre de descente aux enfers d'une certaine façon pendant quelques années où là, tu habitais dans le sous-sol chez ton père et tu faisais pas grand-chose, dans le fond. Non, c'est sûr que tu bois du noir parce que le choc est difficile, la pilule est difficile à avaler. À l'âge où les amis, puis quand tu fais ta jeunesse, tu sors, puis tu cours à gauche puis à droite, puis là, tu peux plus vraiment suivre, là, autant qu'avant tes copains. Fait que tu viens de perdre le goût de vivre. Tu penses que ta vie est finie aussi. Paralysé aussi sévèrement que ça, tu penses que tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus avoir de copines, tu ne pourras plus avoir de travail, tu ne pourras plus pratiquer de sport, tu ne pourras plus voyager. Tu penses que ta vie est littéralement finie. Là. Tu penses que tout ce que tu as à faire dans la vie, dans le fond, c'est regarder la télé, puis c'est un peu ce que tu faisais. Les bras bougent un peu. Un peu, pas beaucoup. Je faisais pas beaucoup d'exercices, paralysé, puis dépendant à tous les niveaux, parce que la réadaptation, tu sais, il faut quand même que tu aies une certaine motivation pour pouvoir réaliser certaines choses, puis c'était pas là du tout. Tellement que tu as eu des pensées suicidaires avec d'autres amis qui étaient dans la même situation que toi. Mais heureusement, tu t'es pas rendu là. Mais ça a comme été un déclencheur. Tu t'es dit, wow, là. Je vais avoir arrêté de survivre, je vais vivre, c'est ça? C'est ça. Bien, ça a été, comme tu disais tantôt, une descente aux enfers. Je pense que ça a été une chute là, dans un abysse parce que tu pouvais pas aller plus loin que ça. Puis je pense que ce qui m'a permis d'aller aussi profond que ça, dans l'expression, de tomber dans le fond du baril, ça a été pour mieux rebondir. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé, je vais me laisser une chance, je vais l'essayer. Il y a des gens qui peuvent réussir leur vie malgré tout, malgré certaines situations, puis un handicap physique. Puis j'ai pas de regret jusqu'à maintenant, là, parce que ça a été un rebondissement assez intense. On va faire une courte pause. Vous allez voir jusqu'à quel point ça prend une tête de cochon pour développer une rage de vivre comme celle-là. Attendez de voir ce qu'il a réalisé dans sa vie tout de suite après la pause. Cette rage de vivre-là, Éric, tu as décidé de l'avoir à partir du moment où tu as décidé que tu allais vivre. Et là, tu t'es dit, un instant, je ne vivrai pas, par contre, dépendant totalement de tout le monde. Et là, tu as demandé une deuxième réhabilitation. C'est quand même assez rare qu'on peut faire ça. Oui, effectivement. Disons, vu la situation un peu exceptionnelle là, où je me suis retrouvé, on m'a offert cette opportunité-là. Puis je pense que les gens pensaient qu'ils croyaient en moi. J'avais un certain potentiel tout de même. Là, puis ils m'ont offert cette opportunité-là, puis je l'ai saisie. Là, Et là, ton but, c'était, je retourne à François Charon, à l'IRDPQ qu'on appelle aujourd'hui, et là, tu t'es dit, je veux devenir autonome. C'était le mandat que tu avais donné à tes soignants autour. Oui, puis c'est sûr qu'avec un handicap aussi lourd, là, ils ne croyaient pas que je pourrais y arriver. Là. Mais finalement, là, c'était les efforts surhumains. Puis l'important, c'était de pouvoir me transférer, me coucher à l'heure que je voulais, quand je voulais, l'entraînement intense, pouvoir me débrouiller tout seul, vivre tout seul, reconduire aussi un véhicule. Bien, là, ton but, c'était d'être autonome. Quand on dit le mot quadriplégique, on pense toujours totale dépendance, quelqu'un qui vit dans un foyer organisé pour ça ou chez des parents. Mais toi, là, quand je disais avant la pause, tête de cochon, c'est en quelque part ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es ce que tu es. C'est parce que tu t'es entêté à dire, moi, je vais habiter tout seul et je vais recommencer mes études. Oui, c'est ce qui m'a sauvé la vie, je pense, ça, ce trait de caractère-là. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, avec tout ce que j'ai accompli. Aujourd'hui, avec tout ce que... la victoire, justement, sur mon autonomie, ça a été probablement le plus gros combat de ma vie. Ta première autonomie, c'était de dire, il faut que je me déplace, il faut que je vive seule en appartement. Tu as décidé que tu retournais au cégep. À ce moment-là, tu avais 19-20 ans dans ces âges-là. Au cégep Sainte-Foy, ici, dans la région de Québec, et aller vivre en appartement tout seul. Là, comme père, vous dites quoi? Mais t'es fou, en appartement tout seul? Moi, je capotais, mais comme vous disiez tantôt, Éric,
tellement là, du caractère, j'oserais pas dire une tête de cochon, là, parce que vous, il vous reprendra pas, Okay. mais moi, il va me reprendre quand je vais être dans la voiture tout à l'heure. Mais Éric a tellement de caractère, tellement déterminé, que même reconduire un véhicule, je pensais jamais que ça serait même possible. Moi, à 16 ans, je lui avais donné un petit véhicule, son premier véhicule, puis après son accident, on a pris la décision de le vendre. Puis je disais, je t'en rachèterai un si un jour tu reconduis, mais dans ma tête à moi, c'était final. C'était impossible. Mais là, tu allais à l'école, au cégep, avec le transport adapté. À un moment donné, tu t'es dit, là, ça va finir à 50 ans, ce cégep-là, tellement que c'est long d'aller au cégep. Et là, tu t'es dit, il va falloir que ça soit autrement. Bien, c'est ça, là. C'est... veux pas, c'est des services qu'ils offrent, là, mais c'est pas... dans le meilleur des mondes. Ça me prenait quasiment 3 quarts d'heure à aller au cégep. J'habitais à 10 minutes, là, à l'appartement. Mais là, tu as eu le plus beau cadeau de ta vie? Oui, oui. C'était ça, j'ai dit à papa, j'ai dit, je peux plus là, continuer l'école. J'ai dit, c'est trop difficile, les déplacements, ça me prend trop de temps. Fait que, il a dit, je vais t'acheter un véhicule. Il voulait vraiment que je poursuive mes études, puis c'est ce qui a changé ma vie. Là. C'est comme s'il m'avait donné des ailes. Là. Ouais. Tu vas où tu veux, quand tu veux, tu n'attends plus après personne. Là. Ça a changé littéralement ma vie. Là. Et ça, pour être capable, et on le voit d'ailleurs, ton véhicule que tu conduis toi-même et pas dans ta chaise roulante. Là. C'est vraiment... Je transfère sur le véhicule. Transfert. Ouais. Et ça, il a fallu un apprentissage, que tu apprennes avec tes biceps, qui sont les seuls muscles qui fonctionnent dans tes bras, à te transférer, à être autonome. Ça a demandé un effort incroyable. Ah oui, bien d'ailleurs, l'ergothérapeute à l'époque ne voulait pas que je transfère. Elle voulait que je conduise dans mon fauteuil. Mais moi, je voulais qu'on transférait. C'était important de bouger, faire de l'exercice pour éviter les points de pression et tout ça. Ouais. La première fois que j'ai essayé le transfert d'un véhicule, j'ai demandé à un de mes amis qui avait un véhicule adapté. J'ai dit, viens donc, je vais me pratiquer. Ça m'avait pris 45 minutes, je pense, faire mon premier transfert. Hey. J'ai dit, décidément, je n'irai pas chercher une pinte de lait le soir au dépanneur aller-retour. On va peut-être nous s'en prendre. Mais c'est comme n'importe quoi. Quand tu réussis à faire quelque chose, après ça, tu essaies juste de t'améliorer, puis tu prends des techniques, puis tu prends de la rapidité. Bon. C'est en se pratiquant qu'on devient meilleur. C'est comme n'importe quoi. Ça prend de la patience. Mais en même temps, il faut avoir l'audace de vivre avec le danger. Parce que tu es tout seul dans ton appartement. Tu n'es quand même pas aussi mobile que ton père et moi. Et s'il arrive quelque chose, là, faut que tu sois imaginatif. Exemple, tu es tombé dans ta voiture, puis c'est le soir, puis tu vois pas personne. Là. Fait que qu'est-ce que tu fais? T'actionnes la porte de garage jusqu'à temps que le concierge arrive, genre. Oui, ça, c'est une situation qui m'était arrivée. Ouais. Parce que dans l'appartement où tu as un téléphone, tu as un cellulaire ou un sans-fil, quoi que ce soit. Mais là, dans le véhicule, c'est un peu plus problématique. Une fois, c'est un incident qui m'est arrivé en activant plusieurs fois, comme tu viens de le dire, la porte. Un moment donné, le concierge qui habitait en haut, il a dit, il se passe quelque chose de pas normal. Ça fait 20 fois que la porte est ferme. Ou une autre fois, tu t'es retrouvé par terre aussi et il n'y a personne autour de toi. On n'y pense pas à ces détails-là. Nous, on prend le téléphone, on appelle. Mais toi, le téléphone était sur la table. Et... Oui, c'est ça. Ben, j'ai rampé de ma chambre à la cuisine. Là, puis à un moment donné, en arrivant à côté de la table de la cuisine, le téléphone était là, mais il était sur la table. Mais là, moi, je suis à terre. Fait qu'en brassant un peu la table, là, le téléphone s'en venait tranquillement, il se rapprochait jusqu'au temps qu'il tombe par terre. Puis là, en tombant, bien, là, il a ouvert, les batteries ont sorti, fait que ça a été encore plus long pour pouvoir remettre ça, mais c'est des péripéties de la vie de quadriplégique. C'est peu banal, puis c'est agréable. Oui, tu dis plein de rebondissements. C'est du sport extrême. Là. Et ce qui est, je pense, peut-être la plus grande réussite dans ta vie, c'est le bac que tu as réussi à faire en droit, ton barreau que tu as réussi à faire aussi. Des études en droit, c'est quelque chose, c'est ça d'épître de livres. Ça a été tout un défi pour toi. Et encore là, tu voulais pas le faire en 10 ans, tu l'as fait dans les délais normaux. Là. Oui, en 3 ans. Là, puis c'était mon objectif. Là. C'était un défi que je me lançais. Parce qu'en principe, une personne là, à mobilité restreinte ou avec un handicap physique considérée à temps plein en 2 cours par session. Mais là, je ne voulais pas prendre 20 ans à faire mon bac. Donc, c'était un objectif que je m'étais fixé. Puis évidemment que c'était pas évident. Là. Les briques sont épais comme des dictionnaires. De récupérer ça dans la bibliothèque où tu n'échappes un par terre. Oui. Bien là, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient de rendre visite, bien, tu peux plus étudier ce cours-là jusqu'au temps qu'il y ait quelqu'un qui passe de ramasser ton livre. Et quand on est en droit, on fait le barreau qui dure 1 an et il y a 6 examens à faire. Et là, tu as fait un dessin. Encore là, ta tête de cochon était très présente. Et tu as dit, moi, je vais faire ces 6 examens-là du premier coup en 1 an. Et le 27, ça voulait dire qu'il y avait juste 27 des étudiants qui le réussissaient. Du premier coup, c'est ça. Tu pouvais reprendre ton examen, mais comme moi, j'étais un gars de défi, mais je voulais aller réussir du premier coup. Et tu l'as réussi. Ben oui, je faisais mon petit X là, après chaque examen réussi, puis c'était mon objectif.
Puis plus ça allait, bien, plus les gens venaient à la maison, plus il y a des gens qui étaient au courant. Fait que là, la pression devenait encore plus présente. Puis je pense que je suis un gars qui carbure à la pression, fait que ça me rend encore plus performant. Vous devez être fier de votre fils. Ah, ben on est fiers, hein? On ne demande pas, mais moi, j'essayais même de le slacker. Je disais, Eric, écoute un peu, slack un peu, tu as toute ta vie, prends ton temps. Mais Eric, comme il disait tantôt, il y a juste une vitesse, puis c'est à grande vitesse. C'est à grande vitesse. Aujourd'hui, tu es autonome, tu vis dans ta maison, tu es procureur au fédéral, tu travailles avec la GRC et tu voyages, tu vas à l'extérieur, tu vis plein de choses. Et c'est ce que tu voudrais que les autres puissent faire aussi. Tu veux, en quelque sorte, être peut-être un espoir pour certains qui pensent que c'est impossible. Hein? Effectivement. Dans le fond, le but de ce livre-là, c'était de démystifier un peu la personne handicapée. Que peu importe ce qui peut t'arriver, c'est de pouvoir t'en sortir et puis de réussir. L'être humain, là, c'est une machine extraordinaire. Là. On a des ressources là, qu'on peut aller puiser à l'intérieur de nous, puis des fois, c'est très surprenant. Puis dans le fond, c'était de pouvoir démontrer à tout le monde qu'il n'y a rien d'impossible. Là. Puis c'est ça. Avec le soutien de la famille aussi, ça aide. Bien, évidemment, je pense que c'est un outil indispensable. Hein. Et une partie des profits de ton livre, La rage de vivre, qui vient d'être publié cette année, va servir à réaliser un de tes rêves. C'est que tu voudrais ouvrir une auberge en Floride pour que ça soit totalement parfait pour les gens dans la même situation. Les personnes à mobilité restreinte ou les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, peu importe, c'est d'avoir des lieux qui sont parfaitement accessibles avec des facilités, puis du personnel pour prendre soin des gens qui en ont besoin. Puis évidemment que l'hiver en fauteuil roulant, c'est infernal. Là. Les déplacements sont difficiles. Fait qu'en ayant un petit coin de paradis là-bas, là, où les gens pourraient venir sans se soucier de tous les problèmes, bien, je pense que c'est un grand rêve que je caresse depuis une dizaine d'années. Puis mes pions sont en train de se placer tranquillement, puis on devrait réaliser ça au courant des prochaines années, à court terme. Là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à te croire, hein, M. Bouchard? Éric, ça y prend des projets. Tu sais, ça a été se réhabiliter, ça a été ses études, son droit, la construction de sa maison. Puis là, ça fait quelques années qu'il me dit, pas une auberge pour que des gens comme moi, qui n'ont pas les ressources humaines à l'extérieur de chez eux, puissent avoir droit à ça, ce que c'est que j'ai la chance de vivre quand je vais en vacances. Tout à fait. Bien, c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bien, merci à Puis toi. pour plus d'anecdotes, il faut lire le livre. On n'a pas pu parler de tout, bien sûr, aujourd'hui. Disponible sur ericbouchard.com? Oui, puis les points de vente sont sur mon site Internet. Parfait. Merci beaucoup. Bien, Merci beaucoup, madame. Si vous avez des questions, des commentaires concernant nos sujets aujourd'hui, voici comment nous joindre. vtl.ca/famille 2.0, facebook.com/famille 2.0. Éric Bouchard, d'ailleurs, est sur Facebook. Et si vous voulez avoir plus de détails sur son livre, et twitter.com/famille 2.0.